Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Maria, notre émission Histoire. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir et poser vos questions à Marion Sigaud. Nous allons parler des penseurs des Lumières. Bonjour Marion Sigaud et bienvenue sur Radio Maria. Bonjour, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, je crois que nous allons parler des penseurs, la pensée des Lumières. Absolument, voilà. J'ai intitulé ce travail « Les Lumières sont-elles un humanisme ?» Parce que j'ai entendu de nombreuses fois, et notamment d'un certain Jean-Luc Mélenchon, qui disait « J'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, c'est ma référence ultime. » Et je l'ai entendu dire que les Lumières, c'était l'émancipation radicale de la personne humaine. Et je me souviens d'affiches d'une de ses campagnes électorales dans laquelle il disait « L'humain d'abord ». C'est-à-dire que ce que on doit comprendre des affirmations de M. Mélenchon, c'est que les Lumières sont un humanisme, que l'humanisme c'est les Lumières, et que faire passer l'humain d'abord, ça fait partie de ce grand courant des Lumières. Moi, je l'ai étudié. D'ailleurs, ce n'était pas mon but d'étudier les Lumières, mais comme je travaillais sur les 18e siècle, je les ai croisés, j'ai découvert exactement l'inverse, et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous a dit des Lumières et on n'a pas fait que nous le dire, on nous l'a écrit. Enfin, je me suis promenée il n'y a pas très longtemps dans une salle de classe à l'ancienne, dans laquelle il y avait sur les murs tout ce que les enfants devaient savoir, de la grammaire à l'arithmétique, en passant par l'histoire. Et il y avait des panneaux qui expliquaient que le XVIIIe siècle, c'était l'arrivée de la raison et de la tolérance contre la superstition, l'intolérance, l'ignorance, etc. Les Lumières ont apporté un éclairage absolument nouveau à l'humanité, et l'humanisme des Lumières s'opposerait donc à ce qu'ils appelaient eux la superstition. La superstition, il faut savoir que c'était la religion révélée, et en l'occurrence le catholicisme. Donc les Lumières se sont présentées comme un mouvement très très violemment anti-catholique. Alors, avant de définir ce qu'ont été les Lumières, je voudrais faire un petit retour en arrière sur ce qu'a été l'humanisme, en distinguant bien l'humanisme chrétien, parce qu'il existe un humanisme non chrétien, mais je voudrais vraiment m'attarder à ce qu'on a appelé l'humanisme chrétien. L'humanisme chrétien apparaît en même temps que le Nouveau Monde. Qu'est-ce que c'est que le Nouveau Monde? C'est la découverte en 1492, par la découverte de l'Amérique, d'une humanité qu'on ne soupçonnait pas, et qui n'a pas connu Jésus-Christ. Cette humanité est-elle humaine? Dès 1511, donc c'est pas longtemps après, c'est 18-19 ans après, c'est moins de 20 ans après, les premiers religieux s'indignent contre la colonisation abominable du Nouveau Monde qui est faite par les colons. L'arrivée d'un nouveau monde, des gens se ruent pour y conquérir à la fois des terres et des populations, et qui va s'indigner? Ce va être des gens comme Las Casas ou Montesinos qui vont les premiers crier leur indignation au nom de Jésus-Christ. En 1517, le maître général des Dominicains écrit « Aucun roi, ni empereur, ni même l'Église romaine n'ont le droit de faire la guerre aux païens. » Voilà, c'est ça qui va être l'émergence de l'humanisme, d'un humanisme universel. Ce n'est pas parce que ces gens-là n'ont pas encore connu Jésus-Christ qu'on a le droit de les traiter en dehors de l'humanité. L'humanité est une, est indivisible. Et indivisible. Et en 1517, c'est-à-dire en même temps que ce cri de révolte des Dominicains, c'est l'acte de naissance en même temps du protestantisme. Et Luther rompt avec Rome au même moment. Alors, est-ce l'effet du hasard? Je ne le pense pas. Le protestantisme arrive en même temps qu'arrive un intérêt souvent sonnant et trébuchant à s'affranchir de la doctrine de l'Église. En 1537, 20 ans après la naissance du protestantisme, une bulle papale dit que les Indiens sont des hommes, et cette bulle condamne les colons. C'est 40 ans plus tard. Et c'est là que va naître le développement de ce qu'on va appeler l'humanisme. Alors, qu'est-ce que ça va être que l'humanisme? C'est le Concile de Trente. Alors, Trente, je sais bien que je m'adresse à une radio catholique, mais ça n'est pas une raison pour ne pas définir les choses. Beaucoup de gens ont cru pendant longtemps que Trente, c'était un numéro, c'est une ville du nord de l'Italie, et le Concile de Trente s'est tenu entre 1545 et 1563, et a tranché une bonne fois dans la querelle avec le protestantisme, et a consacré l'humanisme chrétien contre le protestantisme. Alors, qu'est-ce que l'humanisme chrétien tel qu'il a été défini par le Concile de Trente? C'est tous les hommes sont libres, tous les hommes sont égaux devant Dieu, et tous les hommes sont frères. Alors, est-ce que vous avez noté au passage liberté, égalité, fraternité?
Ça a été largement récupéré et détourné depuis, mais l'humanisme du Concile de Trente, c'était la liberté des hommes, leur égalité devant Dieu et leur fraternité, quelle que soit leur origine. Et le Concile de Trente tranche dans le débat qui avait commencé avec qui avait atteint un apogée avec le Concile de Trente, mais qui s'est poursuivi après, qui est le débat sur la grâce, c'est-à-dire Dieu a-t-il donné la grâce à tous les hommes ou simplement à certains hommes. Alors le Concile de Trente est également l'occasion qui a été prise de dire que les femmes avaient une âme, dit-on. Alors évidemment c'est faux. Il a été spécifié comme on a défini au Concile de Trente que les hommes avaient une âme. Quelqu'un a demandé les femmes également. Est-ce que les femmes également? La réponse a été oui. Il est bien évident que c'est pas le Concile de Trente qui a inventé que les femmes avaient une âme, puisque notre Seigneur est représenté absolument partout avec sa mère Notre-Dame et que dans la religion catholique les femmes ont toujours bien évidemment eu une âme. Mais disons que le Concile de Trente a été une occasion de l'écrire noir sur blanc. Voilà, ça c'était pour clore la petite polémique, parce que quand j'étais adolescente, on disait l'Église catholique a inventé que les femmes avaient une âme au Concile de Trente. C'est absolument faux. Les femmes ont toujours eu une âme dans la religion catholique. Voilà. Et dire aussi, comme vous le dites, Marion Sigaud, que l'humanisme n'est pas une création des Lumières. Hein. Ah, absolument, l'humanisme chrétien, alors c'est pas le Concile de Trente qui l'a inventé, mais c'est le Concile de Trente qui l'a gravé dans le marbre, hein. Voilà. Oui. Donc, bien sûr, les Lumières, je vais y venir tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est que l'humanisme des Lumières, vous allez voir, ça ne ressemble pas du tout à l'humanisme des braves dominicains qui se sont battus pour défendre les Indiens d'Amérique contre les colons. Voilà. Donc, définissons la position du catholicisme par rapport au dogme. Le catholicisme dit, une fois le dogme établi, il ne revient pas à chacun d'y apporter des retouches. La liberté humaine pour le catholicisme, c'est celle d'agir pour faire le bien et le mal, ou le mal, c'est-à-dire l'homme choisit, il est libre de choisir, mais cette liberté n'est pas de dire ce qu'est le bien ou le mal, alors que le protestantisme affirme exactement le contraire. Chacun peut ressentir ce qui est bien et ce qui est mal, mais c'est Dieu qui agit en lui en faisant le bien ou le mal. Le protestantisme, de ce point de vue-là, dès l'époque, se définit en claire opposition au dogme catholique. Alors, les jésuites apparaissent à ce moment-là, ils sont le fer de lance de l'humanisme chrétien. Ce sont eux qui vont propager les canons du Concile de Trente à travers toute la planète, et ils seront les défenseurs, mais les armes à la main, pas les défenseurs comme ça en principe, des Guaranis, des Indiens Guaranis, que les esclavagistes voulaient aller transformer en bêtes de somme, comme ils ont fait beaucoup sur toute l'Amérique latine. L'Amérique latine a été horriblement maltraitée par les arrivées de colons, et les jésuites ont fait partie de ces gens qui ont défendu les Guaranis, notamment les armes à la main, mais pas uniquement, également en les aidant à développer leur culture, alors en les christianisant, mais en les christianisant autour de leur culture, de leur langue, de leurs habitudes, de leur civilisation. Voilà. Les jésuites ont également répandu le savoir gratuit partout. La façon qu'ont eu les jésuites de propager l'humanisme chrétien, ça a été de dire le savoir doit être donné à tous les hommes. C'est beaucoup la base de l'humanisme chrétien, répandre le savoir gratuitement pour tous les hommes et en l'occurrence tous les enfants. Voilà. Donc il est bien évident que cet humanisme va déranger les intérêts capitalistes et bourgeois. Les bourgeois et les capitalistes n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on défende les populations faibles contre les esclavagistes, ni qu'on répande le savoir partout dans les campagnes et dans les villes. Voilà. Et alors, au final, on peut dire que l'humanisme peut se résumer au débat sur la grâce, c'est-à-dire que les humanistes vont être ceux qui disent que Dieu donne la grâce à tout le monde, et les anti-humanistes vont être ceux qui vont dire non, tous les hommes n'ont pas la grâce, il y a ceux qui l'ont, il y a ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Donc pour les catholiques, tout le monde a la grâce, et les jésuites seront dès cette époque-là le fer de lance de cette idée, de ces valeurs, et
Pour les autres, pour les protestants, il y a les élus et les autres, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la grâce, et les protestants sont ceux qui ont rompu avec Rome, mais il va y avoir à l'intérieur du catholicisme un mouvement qui ne rompra pas avec Rome, qui est le mouvement janséniste, mais qui va répandre exactement les mêmes idées que les protestants à cet égard. Ce qui a fait dire à Richelieu, je crois, je ne sais plus si c'était Richelieu ou Mazarin, l'un des deux, le jansénisme et du calvinisme rebouilli. C'est-à-dire que on pensait avoir réglé le problème du protestantisme en France, on le jette par la porte et il repasse par la fenêtre sous la forme du jansénisme. Donc, pour en venir au mouvement des Lumières, puisque ça c'est la période qui précède les Lumières c'est le XVIIIe siècle, tout ce dont je vous ai parlé là c'était XVIe et XVIIe siècle, nous arrivons au XVIIIe siècle, où vont se situer le mouvement des Lumières dans ce débat, sur la grâce ou sur l'élection divine, eh bien les Lumières vont se situer avec les jansénistes et contre les jésuites, sans le dire, mais en le faisant quand même. Alors, qui sont les Lumières ? Les Lumières sont-elles un humanisme ? Alors, d'abord, qui sont les gens des Lumières ? Au tournant du XVIIIe siècle, les Lumières, c'est sous le règne de Louis XV et essentiellement pendant le sous-règne de sa maîtresse, Madame de Pompadour, qui a eu une influence absolument phénoménale sur le mouvement. Madame de Pompadour, la maîtresse du roi, la maîtresse tout à fait officielle du roi, recevait dans son entresol tous les gens des Lumières, Diderot, Voltaire et tous ces gens-là, et ces gens-là avaient de l'influence sur la Pompadour, qui bien évidemment en avait sur le roi. Donc, au tournant du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir de la moitié des années 40, et ça va perdurer jusqu'à la fin du règne, les gens des Lumières vont prendre une importance absolument capitale sur le plan idéologique, sur le plan politique, on va voir comment. Alors, quelques noms des Lumières d'un Diderot et son encyclopédie. Un Diderot était un journaliste, qui est un éditeur, un journaliste et éditeur, journaliste parce qu'il écrivait lui-même et éditeur parce que c'est lui qui publiait les textes des autres, d'un gros dictionnaire qui s'appelle l'encyclopédie. Parmi les noms connus des Lumières, il y a Voltaire, nous en reparlerons un autre jour parce que Voltaire à lui tout seul mérite largement une émission. Et vous avez un nom comme Turgot par exemple. Turgot, l'économiste, c'est un homme des Lumières, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie ? L'encyclopédie, à son lancement, c'est un gros dictionnaire qui veut faire le point des connaissances à un instant T. Voilà, on dit en mai 1745, quel est l'état des connaissances, des techniques, des savoirs sur tous les sujets. Voilà, encyclopédie, on veut tout embrasser, c'est très ambitieux, mais c'est absolument passionnant. Le principe de l'encyclopédie, c'est en soi passionnant. Bon, moi j'ai eu moi-même des encyclopédies à la maison. Maintenant qu'on a Internet, on a sans arrêt recours à des encyclopédies en ligne. C'est véritablement un très bel outil. Et à son lancement en mai 1745, les jésuites s'enthousiasment pour le projet de l'encyclopédie. Et on a par exemple le rédacteur du journal de Trévoux, le journal de Trévoux c'est vraiment l'organe des jésuites, qui écrit « Il n'est rien de plus fécond, de mieux analysé, de mieux lié, en un mot de plus parfait et de plus beau que ce dictionnaire. » Le dictionnaire, c'est l'encyclopédie. C'est extraordinaire. Ce sont les jésuites qui disent du bien de l'encyclopédie. Et tel est le présent que M. Mills fait à la France, sa patrie par adoption, en faisant honneur à l'Angleterre, sa vraie patrie. Parce qu'il y avait eu une première encyclopédie qui s'appelait la Cyclopédia, qui avait été faite en Angleterre, et l'encyclopédie française était la copie, enfin pas la copie, disons le pendant français de la Cyclopédia anglaise. C'est un bel hommage, hein. On peut pas dire que les jésuites se sont opposés à la publication du dictionnaire. Et de nouveau, en avril 1749, le journal de Trévoux écrit « Monsieur Diderot, dont nous devons aussi remarquer que le style est aussi élégant, tranchant et naïf qu'il est vif et ingénieux. » Voilà, on ne va pas dire que l'Église et que les jésuites s'opposent au projet de l'encyclopédie, on en a la preuve. Donc si opposition il y a eu, c'est une opposition sur le fond, sur la forme, qui avait-il dans l'encyclopédie ? En 1752, les jésuites sont tellement affolés de ce qu'ils ont découvert dans l'encyclopédie qu'ils sont déterminés à s'en emparer ou à la détruire. Ils disent que c'est la plus formidable machine qui eût jamais été montée contre la religion. En quoi ils ont raison. Derrière un développement une exposition de techniques, l'encyclopédie, c'est de l'idéologie, c'est de l'antichristianisme, c'est de l'anti-humanisme, c'est véritablement une machine à broyer le catholicisme. À la cour, le précepteur du dauphin, qui s'appelle Boyer, qui est l'ancien évêque de Mirepoix, va voir le roi et les larmes aux yeux et lui dit « Majesté, la religion va être perdue dans votre royaume à cause de l'encyclopédie. » Alors, regardons un petit peu ce qu'est ce mouvement
des Lumières. Alors on va dire les Lumières en général. C'est bien évident que le mouvement des Lumières, il est véritablement autour de Diderot. Mais on va élargir. Il n'y aura pas uniquement Diderot, mais on va commencer par lui. J'ai toujours entendu dire, et vous sans doute probablement, que les Lumières ont dénoncé la barbarie judiciaire. C'est bien connu. C'est la Révolution qui a inventé l'humanisme judiciaire, et avant c'était la barbarie. Eh bien, écoutez, ce que j'ai découvert. Le supplice de Damien a été un summum dans l'horreur. Alors je me suis longuement exprimé sur cet abominable épisode judiciaire français. Damien a été supplicié en 1757 pour avoir fait une estafilade sans gravité dans le dos du roi. Enfin, c'est le fait qu'il ait touché le roi qui était le crime, c'était pas l'ampleur de la blessure. Et Damien a été mis à mort dans des conditions d'atrocité, de barbarie, de sadisme qui dépassent l'entendement. Eh bien, écoutez ce qu'écrit Diderot en parlant de l'académicien Lacondamine, rédacteur des rubriques scientifiques de l'encyclopédie. Il dit « Au reste, monsieur de Lacondamine est un homme de beaucoup d'esprit et de mérite. Son style, toujours facile, noble, naïf et intéressant, lui assure une place parmi les meilleurs écrivains de notre temps. Sa curiosité insatiable sur tous les objets, jointe à une grande surdité, le rend souvent fatigant. Cette curiosité le porta, il y a quelques années, à assister au supplice du malheureux Damien. Il perça jusqu'au bureau, et là, tablette et crayon à la main, à chaque tenaillement, au coup de barre, il demandait à grands cris « Qu'est-ce qu'il dit ?» Les satellites de maître Chariot voulurent l'écarter comme un importun, mais le bourreau leur dit « Laissez, monsieur est un amateur. » Un amateur de quoi? Un amateur de supplice. Entendez-vous, dans la remarque que Diderot fait, dans la description que Diderot fait du caractère de M. Lacondamine, une quelconque condamnation de ce goût du supplice? Mais il n'y a absolument aucune condamnation. Sur l'horreur du supplice de Damien, l'historien lyonnais Pierre Rota a lu toute la presse de l'époque. Pierre Rota à Lyon a fait une recherche sur le discours sur l'événement. Voilà, l'événement c'est Damien et on fait une recherche journalistique sur le discours sur l'événement. Eh bien, à travers toute la presse de l'époque, Pierre Rota a recherché en vain une dénonciation de l'horreur du supplice. Il ne l'a pas trouvée. Personne n'a dénoncé l'horreur du supplice de Damien. Et certainement pas Voltaire, et certainement pas Casanova, et certainement pas tous ces gens-là. Il y a un autre nom qui sonne comme ayant participé dans le courant des Lumières à l'humanisation de la justice, c'est un certain Beccaria. En 1766, il a publié le Traité des délits et des peines, traduit de l'italien et signé Cesare Beccaria. Donc ce traité est arrivé en 1766 en français. Immédiatement, Voltaire s'est précipité pour en dire tout le bien qu'il en pensait. Et ce traité des délits et des peines est une référence incontournable dès qu'on parle des Lumières. Entendez un jour parler, par exemple, Robert Badinter sur Cesare Beccaria, il dira il y a un avant et un après. C'est véritablement la montée de l'humanisme des Lumières. On va proportionner les peines aux délits. Voilà. Et Voltaire a promu le livre avec enthousiasme, et en fait, on peut dire Beccaria, c'est le père des droits de l'homme. Alors, je vais vous citer Beccaria en texte. Écoutez bien. Si donc je démontre que dans l'état ordinaire de la société, la mort d'un citoyen n'est ni utile ni nécessaire, j'aurais gagné la cause de l'humanité. Ce n'est pas l'intensité de la peine qui fait le plus grand effet sur l'esprit humain, mais la durée. La mort d'un scélérat sera par cette raison un frein moins puissant du crime que le long et durable exemple d'un homme privé de sa liberté et devenu un animal de service pour réparer par les travaux de toute sa vie le dommage qu'il a fait à la société. C'est pas mal, comme progrès. Croyez-vous que Beccaria suggère de remplacer la peine de mort par la prison à vie? Pas du tout, écoutez bien. L'intensité de la peine d'un esclavage perpétuel a tout ce qu'il faut pour détourner du crime l'esprit le plus déterminé, aussi bien que la peine de mort. Beaucoup d'hommes envisagent la mort d'un œil ferme et tranquille, les uns par fanatisme, les autres par cette vanité qui nous accompagne au-delà même du tombeau, mais le fanatisme et la vanité abandonnent le criminel dans les chaînes, sous les coups et dans une cage de fer. Et le désespoir ne terminera pas ces mots, mais les commencera. Rendez-vous compte. Beccaria veut supprimer la peine de mort parce qu'il a trouvé pire et pas parce qu'il a trouvé mieux. Et il propose de transformer l'homme en esclave. L'esclavage est-il un humanisme? Faire du condamné un animal de service, c'est ça l'humanisme?
En fait, l'esclavage perpétuel proposé ici, dans une cage de fer et sous les coups, sera préféré parce qu'il est pire que la mort. C'est ça l'humanisme des Lumières. Même chose pour les voleurs, il dit, la peine la plus naturelle du vol ne peut être que cette sorte d'esclavage qui est la seule qu'on puisse appeler juste. Au lieu de punir les voleurs, on va les réduire en esclavage. Eh bien, dites-vous bien que la version parue chez Garnier-Flammarion en 1991 du traité de délit et des peines a utilisé le mot « travaux forcés à perpétuité » à la place de « esclavage sous les coups dans une cage de fer ». Vous vous rendez compte ? Au XVIIIe siècle, la traduction qui circula et qui fut applaudie des Lumières fut celle qui disait esclavage à perpétuité. Et aujourd'hui, en 1991, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, on n'a pas voulu montrer que les Lumières étaient à ce point esclavagistes et on a dit qu'elles demandaient des travaux forcés à perpétuité alors qu'il s'agissait bien de l'esclavage à perpétuité. Alors Voltaire a évidemment applaudi immédiatement, il a dit que ce Beccaria était extraordinaire et Voltaire a écrit « Il est évident que 20 voleurs vigoureux condamnés à travailler aux ouvrages publics toute leur vie servent l'État par leur supplice et que leur mort ne fait de bien qu'aux bourreaux que l'on paye pour tuer des hommes en public. » Voilà ce que c'est que l'humanisme des Lumières pour ce qui concerne l'adoucissement de la dureté judiciaire. Maintenant, les Lumières se sont-elles élevées contre l'esclavage ? J'ai toujours entendu dire ça. Écoutez ce que Voltaire écrit dans Candide. Il fait parler un nègre à qui il fait dire « Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape un doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. » Bravo. Bravo, monsieur de Voltaire. Belle dénonciation. Alors, vous avez là des maîtres d'esclaves qui sont complètement crétins, c'est-à-dire que si un esclave perd un doigt, on lui coupe la main. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. C'est pour montrer que les esclavagistes sont des abrutis. Mais non, il y a mieux. Écoutez ce que Voltaire nous dit par la suite. Cependant, continue ce nègre, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » C'est-à-dire que ce que Voltaire nous explique, c'est que s'il y a des esclaves, c'est pas que des nègres ont raflé des nègres pour les vendre aux Blancs, c'est que des nègres ont été vendus par leurs parents pour leur bien, pour le bien des parents. C'est-à-dire que Voltaire dénonce l'esclavage comme étant le fait de nègres dégénérés. Merci, monsieur de Voltaire. Figurez-vous qu'un certain Claude Humbert Piaron de Chamousset a écrit dans l'encyclopédie. Et pour l'encyclopédie, et Diderot, dans l'encyclopédie, renvoie, quand il s'agit de l'article hôpital, il renvoie sur Claude Humbert Piaron de Chamousset. C'est un grand humaniste. Donc, si vous regardez dans le catalogue de la Bibliothèque nationale qui était Piaron de Chamousset, on vous dit que c'était un philanthrope. Si un philanthrope, c'est pas un humaniste, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et Voltaire, dans son dictionnaire philosophique à la rubrique charité, dit de Piaron de Chamousset qu'il était l'un des meilleurs citoyens et des plus attentifs au bien public. C'est bien, c'est bien. Alors voyons ce qu'a écrit monsieur Piaron de Chamousset, grand humaniste devant l'Éternel et devant l'encyclopédie. À propos de l'esclavage, il dit qu'il vaut mieux peupler des colonies avec les pauvres de la métropole plutôt que d'aller rafler des nègres en Afrique. Alors, pour vous situer quand même la situation de la traite des Noirs à l'époque, les Noirs, la traite des nègres devient de moins en moins rentable. C'est-à-dire que quand on peut avoir énormément de population d'esclaves raflés qu'on a à un bon prix, tout va bien. Quand il faut aller les rafler de plus en plus loin, quand les esclaves deviennent de plus en plus chers, les gens intelligents disent il faut trouver autre chose. Et bien Claude Humbert Piaron de Chamousset, il a trouvé mieux. Voilà ce qu'il explique. On va peupler les colonies avec les pauvres de la métropole. Les pauvres, on va les déporter. On va déporter les pauvres. Joli programme. Et il dit 2000 nègres et autant de négresses avec leurs négrillons et leurs négrites suffiraient pour les commencements de cette colonie. Donc il dit pas qu'on va remplacer les nègres, on dit on va commencer avec des nègres. C'est-à-dire que c'est quand même bel et bien un esclavagiste, ce monsieur. Et il dit, ces nègres seraient d'abord, cette colonie serait d'abord composée de tout ce que les hôpitaux de ce royaume peuvent avoir d'enfants à leur charge et de quelconque compagnie d'invalides pour contenir les nègres et les mendiants exportés. Donc on commence par des nègres, ensuite on fait venir les pauvres de la métropole, et ensuite, savez-vous ce qu'on va faire avec les nègres ? Eh bien, on va les revendre. On va revendre les nègres. Merci l'humanisme de monsieur Piaron de Chamousset, encensé par Diderot et par Voltaire.
À propos des enfants sous tutelle, vous savez qu'il y avait des enfants sous tutelle à l'hôpital général, sous la tutelle des administrateurs de l'hôpital général, et Pierron de Chamousset voulait les envoyer dans les colonies, et surtout il voulait également les envoyer à la campagne. Il disait, sans parents, sans soutien que celui qu'un sage gouvernement leur procure, ils ne tiennent à rien, ils n'ont rien à perdre. La mort même pourrait-elle paraître redoutable à de pareils hommes que rien ne semble attaché à la vie et que l'on pourrait familiariser de bonne heure avec le danger si on les destinait à faire des soldats. C'est-à-dire que les pauvres enfants qu'on va prendre aux hôpitaux, on va d'une part aller en faire des travailleurs dans les colonies, mais on pourrait également en faire des soldats qui ne tiendront pas à la vie puisqu'ils n'auront reçu l'affection de personne. Joli programme, c'est profondément humaniste. Il dit également, il ne doit pas être difficile de faire regarder la mort et les dangers avec indifférence à des gens que l'on élèvera dans ses sentiments et qui n'en seront pas distraits par une tendresse réciproque ou par des liens de parenté. Ça vous donne pas une petite explication du fait que les services sociaux ont pendant des générations systématiquement mis des enfants dans des familles où ils étaient maltraités plutôt que dans des familles où ils étaient plutôt choyés? Ça fait longtemps que j'entends parler d'aberration de ce type. Et la source de cette aberration, c'est Pierron de Chamousset. Ne mettez pas des gens, les enfants des services sociaux, dans des familles où ils seront aimés. On en a besoin pour faire des soldats et des bêtes à tuer. Et pour ça, il faut qu'ils n'aient pas reçu de tendresse. Écoutez bien la suite. Il veut mettre les enfants à la campagne pour soulager les familles à qui on les confierait. Et il dit, n'ayant point pour eux une tendresse aveugle, la tendresse aveugle, c'est celle que les paysans ont pour leurs propres enfants. Donc, n'ayant point pour eux une tendresse aveugle telle que souvent ils ont pour leurs enfants, tendresse aveugle. Un paysan qui aime ses enfants, c'est de la tendresse aveugle. Il ne leur inspirerait pas ce désir de se conserver que chaque homme n'a peut-être que trop. Ah d'accord, attendez. Si vous voulez rester en vie, c'est un sentiment que vous avez en trop. Hein, le désir de se conserver, les hommes ont ça en trop. Et qui ne tend qu'à faire naître la peur quand la raison et les principes ne le règlent pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre des enfants troubles, des enfants sans famille, dans des familles où ils seront sommés, où on les sommera de ne pas les aimer, de ne pas leur donner de tendresse aveugle, et c'est ainsi que ces enfants pourront devenir des bêtes à tuer. Chamousset voulait qu'on fabrique des Thénardier et des bêtes à tuer. Eh bien, ces gens-là vont gagner la Révolution française, et il suffira de lire Les Misérables de Victor Hugo pour voir le résultat. Cosette va être niche chez des gens qui vont la maltraiter. C'est dans les principes, c'est pas la malchance, c'est dans le système. Croit-on que les Lumières, au moins, ont respecté le peuple et ont tendu à l'éduquer? Eh ben, non, c'est exactement l'inverse. Écoutez ce que dit Diderot dans son encyclopédie, du mot philosophe. Qu'est-ce qu'un philosophe? La raison, dit Diderot, est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir, la raison détermine le philosophe. Donc là, on voit bien le parallèle qu'on peut faire entre le mouvement protestant et janséniste d'un côté et le mouvement catholique de l'autre. Donc, la grâce détermine le chrétien à agir et la raison détermine le philosophe. Les autres hommes, c'est-à-dire vous avez les philosophes et les autres hommes. Les autres hommes sont emportés par leur passion sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion. Ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres. Au lieu que le philosophe, dans ses passions mêmes, n'agit qu'après réflexion, il marche dans la nuit, mais il est précédé d'un flambeau. Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières. Le peuple adopte le principe sans penser aux observations que l'on produit. Vous avez le philosophe d'un côté, celui qui pense, et le peuple de l'autre, celui qui adopte les principes qu'on lui donne sans réfléchir. Le peuple croit que la maxime existe pour ainsi dire par elle-même, mais le philosophe prend la maxime dès sa source, il en examine l'origine, il en connaît la propre valeur et n'en fait que l'usage qui lui convient. Effectivement, si la raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien, pour les philosophes, les élus, c'est-à-dire ceux qui pensent, ont la raison et les autres ne l'ont pas. On est bel et bien dans l'anti-humanisme du jansénisme et du protestantisme de l'époque. À l'article mendiant, dans l'encyclopédie, Diderot écrit « Mendiant, gueux ou vagabond de profession qui demande l'aumône par oisiveté et par fainéantise au lieu de gagner sa vie par le travail. » Ah bon, un mendiant, c'est pas quelqu'un qui a été frappé par le malheur? Non, c'est un vicieux. C'est un vicieux, c'est quelqu'un qui fait ça par profession. Je reprends, tel est l'effet de l'habitude d'une grande misère que l'état de mendiant et de vagabond attache les hommes qui ont eu la lâcheté de l'embrasser. C'est par cette raison que ce métier, école du vol, se multiplie et se perpétue de père en fils. Le châtiment devient d'autant plus nécessaire à leur égard que leur exemple est
et contagieux. Quant aux vagabonds de profession, on a des travaux utiles dans les colonies où l'on peut employer leurs bras à bon marché. C'est beau l'humanisme des Lumières. Qu'est-ce qu'un mendiant, qu'est-ce qu'un miséreux? C'est un vicieux qu'on va envoyer utilement dans les colonies. Pas mal. Que dit Diderot sur dimanche? Écoutez bien, dimanche, c'est beau dimanche, non? Si on accordait pour tous les dimanches la liberté du travail l'après-midi, ah oui, la liberté. Vous savez que l'interdiction du travail du dimanche, c'est une interdiction, c'est contraire à la liberté. Donc, ce serait une œuvre de charité bien favorable à tant de pauvres familles. Pourquoi les familles sont-elles pauvres? C'est parce qu'ils ne peuvent pas travailler le dimanche. S'ils travaillaient le dimanche, ils seraient un septième plus riches. On est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est le principe? C'est travailler plus pour gagner plus. C'est pas nouveau, hein? Écoutez bien ce qu'il dit. À l'égard de ceux-mêmes qui ne sont pas pauvres, ils n'iraient pas au cabaret dépenser au grand préjudice de leur famille une partie de ce qu'ils ont gagné dans la semaine. Ils ne s'enivreraient pas, ils ne se querelleraient pas, ils éviteraient ainsi les maux que cause l'oisiveté et la cessation d'un travail innocent, utile pour eux et pour l'État. On va supprimer le dimanche. Le dimanche, les gens s'amusent, ils vont au cabaret, c'est pas bien. Il faut que le peuple arrête de s'amuser. Il continue. Ne peut-on pas proposer dans le même esprit d'employer quelques heures de ce saint jour? Alors, saint jour, un petit coup de côté pour faire croire qu'on ne s'attaque pas à la religion, mais qu'on veut simplement l'améliorer. Pour procurer à tous les villages et hameaux certaines commodités qui leur manquent. Un puits, par exemple, une fontaine, un abreuvoir, une laverie, etc. Surtout pour rendre les chemins beaucoup plus aisés qu'on ne les trouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées. En effet, quoique les grandes routes soient en bon état presque partout dans le royaume, il reste encore plusieurs chemins de traverse où il y a beaucoup à faire et dont la réparation serait très utile au peuple. Vous avez entendu dire que les gens des Lumières avaient voulu supprimer la corvée. La corvée, c'était un impôt. Vous savez par quoi ils veulent remplacer la corvée qui est un impôt? Par le travail gratuit le dimanche, ni vu ni connu. C'est bien de supprimer la corvée et de la remplacer par le travail obligatoire. Écoutez ce que dit Voltaire du peuple. Écoutez comme ces gens-là avaient le respect du peuple. Ce monde-ci, dit-il, il faut que j'en convienne, est un composé de fripons, de fanatiques et d'imbéciles, parmi lesquels il y a un petit troupeau séparé qu'on appelle la bonne compagnie. Ce petit troupeau étant riche, bien élevé, instruit, poli, et comme la fleur du genre humain. C'est pour lui que les plaisirs honnêtes sont faits, c'est pour lui que les plus grands hommes ont travaillé. Les autres n'ont qu'à aller travailler, y compris le dimanche. L'esprit d'une nation, a écrit Voltaire, réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand, et nourri par lui, et le gouverne. C'est beau les Lumières. Les Lumières ont-elles voulu éduquer le peuple? Bon, la réponse est dans la question, maintenant qu'on a vu ce que ces gens pensaient du peuple. Écoutez bien, les Lumières ont soutenu un magistrat janséniste qui s'appelait La Chalotais. La Chalotais a écrit un essai d'éducation nationale, dans lequel il a écrit: le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. Voilà qui est clair. Il faut arrêter d'éduquer le peuple. Voltaire écrit en 1763 au fameux La Chalotais: je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. Les laboureurs, c'est les paysans. 3 ans plus tard, Voltaire écrit: il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme moi une terre et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. Et il va en remettre encore une couche. Il dit: je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit. J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous aviez comme moi une terre et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. On doit prêcher la vertu au plus bas peuple. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Les Lumières ont fait un tir de barrage contre l'éducation du peuple. L'anticléricalisme des Lumières a consisté à reprocher à l'Église en général et aux jésuites en particulier, pas uniquement, mais aux jésuites en particulier, de vouloir instruire le peuple. C'est ça, les Lumières. Les jésuites ont tellement représenté les ennemis. Alors les jésuites étaient les ennemis obsessionnels des jansénistes, mais ils ne l'étaient pas moins des gens des Lumières. C'est en ça que, alors que vu de l'extérieur, on ne verrait pas
le rapport qu'il peut y avoir entre des anti-chrétiens, même s'ils se cachent, mais ils sont quand même très violemment anti-chrétiens, des Lumières et les bigots qui étaient les jansénistes. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un lien, il y a un lien évident, c'est la haine des jésuites. Et dans l'article jésuite de l'encyclopédie, Diderot participe à la Lali. Alors je ne vais pas vous dire l'intégralité de cet article qui est très long, je vais en extraire deux ou trois détails qui sont absolument scandaleux. Je trouve que cet article est absolument honteux. Diderot, dans son article sur les jésuites, dit que le père Girard, qui était un jésuite, mis en cause dans une affaire de mœurs par une jeune fille qui s'appelait Catherine Cadière. Catherine Cadière avait accusé son confesseur, le père Girard, d'avoir abusé d'elle. Il y a eu un procès et le père Girard a été déclaré innocent. Alors, est-ce que le père Girard a eu le bras long pour faire valoir son innocence alors qu'il était coupable? Ce n'est pas ça que je vais dire, parce que je n'ai pas étudié le dossier. Ce que je sais, c'est que le père Girard a été acquitté et que Diderot, dans son article sur les jésuites, dit que les jésuites ont été assez forts pour empêcher que le père Girard ne soit brûlé. C'est-à-dire que Diderot aurait voulu qu'on brûle le père Girard s'il avait été coupable. C'est ça l'humanisme des Lumières. Dans sa mention qu'il fait des œuvres des jésuites chez les Guaranis, il dit que les jésuites ont soutenu les Guaranis contre leur souverain légitime. Leur souverain légitime, qui était l'Espagne ou le Portugal, je ne me souviens plus lequel des deux, qui voulait les réduire en esclavage. C'est-à-dire que Diderot reproche aux jésuites d'avoir défendu les Guaranis contre les gens qui voulaient les réduire en esclavage. D'autre part, il reprend concernant Damien, vous savez, ce malheureux qui avait fait une estafilade dans le dos de Louis XV, il reprend l'argumentaire qui avait été monté en épingle à l'époque, que Damien avait été armé par les jésuites, qui est une calomnie absolument insensée. Les jésuites n'ont rien à voir avec l'affaire Damien. Ils ont dit Damien avait servi chez les jésuites. Oui, en arrivant à Paris à l'âge de 24 ans, Damien a servi quelques mois chez les jésuites. Il a passé toutes les années suivantes à servir chez des magistrats jansénistes. Et dans un dictionnaire, Diderot se permet de dire que Damien a été influencé par les jésuites. Mais c'est de la calomnie, c'est du mensonge grossier. Et c'est du mensonge grossier qui n'est pas écrit dans un article de presse qui va partir à la poubelle. C'est écrit dans un dictionnaire, c'est-à-dire quelque chose qui est censé passer à la postérité. C'est-à-dire que véritablement, l'encyclopédie était une machine de guerre idéologique qui n'a rien à voir avec la transmission du savoir. Les Lumières ont véritablement promu l'existence d'une morale publique et d'une amoralité privée. Un livre qui s'appelle La fable des abeilles, écrit par un certain Mandeville, qui était un Anglais, a écrit au début du siècle, et ça a fait beaucoup d'adeptes, vive le vice et abat la vertu. Il suffit simplement de se cacher du peuple. Une société bien organisée, c'est une société où dans le privé, vous faites tous les péchés possibles, et pour l'extérieur, vous avez les dehors de la plus grande civilité et de la plus grande morale. Et écoutez ce qu'en disait Voltaire, l'inénarrable et l'inépuisable, le mensonge n'est un vice que quand il fait du mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Soyez donc plus vertueux que jamais. Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai dans l'occasion. C'est beau la morale des Lumières. À propos de la répression de l'homosexualité, parce que c'est la grande vogue, il faut absolument montrer qu'on est humaniste en défendant les homosexuels. Voilà ce qu'écrit Voltaire en son temps. L'abbé Desfontaines fut sur le point d'être cuit en place de grève, ça veut dire brûlé vif, pour avoir abusé de quelques petits savoyards qui ramenaient sa cheminée. Des protecteurs le sauvèrent, il fallait une victime, on cuisit Deschauffour à sa place, cela est trop fort. Alors, Deschauffour victime, Deschauffour était un pédocriminel qui a violé, enlevé, vendu, sodomisé des dizaines d'enfants. Il avait un réseau à travers toute l'Europe et Voltaire prend sa défense en disant il était victime pour pouvoir sauver l'abbé Desfontaines qui s'était contenté d'abuser de quelques petits savoyards. Mais c'est de la pédophilie d'abuser de petits savoyards. Les petits savoyards, c'était les petits ramoneurs qui passaient dans les cheminées. Et l'abbé Desfontaines, il les violait quand il arrivait sur son salon. Voltaire l'a défendu. Il a circulé à partir de 1748 un roman qui s'appelait Thérèse philosophe. C'est un roman pornographique à lire pour faire de la philosophie. La philosophie par la pornographie. On ne disait pas pornographie à l'époque, on disait roman libertin.
Et ce roman a été écrit par le marquis Boyer d'Argence, qui était ennemi de la superstition chrétienne, comme tous les gens bien, mais surtout ami de Voltaire. Il disait « Révéler aux sots des vérités qu'ils ne sentiraient pas ou desquelles ils abuseraient serait la source de l'anarchie sociale. Il faut au peuple des règles qui, dans le fond, ne sont utiles qu'au bien de la société, sous le voile de la religion. Ces vérités ne doivent être connues que par des gens qui savent penser et dont les passions sont tellement en équilibre entre elles qu'ils ne sont subjuguées par aucune. Cette espèce d'homme et de femme est très rare. De 100 000 personnes, il n'y en a pas 20 qui s'accoutument à penser. De ces 20, à peine en trouverez-vous 4 qui pensent en effet par elles-mêmes ou qui ne sont pas emportées par quelque passion dominante. C'est-à-dire que pour ces gens, il n'y a que 4 personnes qui pensent sur 100 000. Les autres n'ont pas besoin de savoir la vérité, on peut leur mentir. Et écoutez ce qui se dit également. Mais ma petite mère, tu sais ce qu'il me faut auparavant. Je ne vaux rien quand je n'ai pas fait la besogne qui affecte le plus vivement mon imagination. Lorsqu'à Paris, je m'occupais presque uniquement de la lecture et des sciences les plus abstraites, dès que je sentais l'aiguillon de la chair me tracasser, j'avais une petite fille ad hoc, comme on a un pot de chambre pour pisser, à qui je faisais 1 ou 2 fois la grosse besogne dont il ne vous plaît pas de vouloir traiter à ma façon. Alors, l'esprit tranquille et les idées nettes, je me remettais au travail. Et je soutiens que tout homme de lettres, tout homme de cabinet qui a un peu de tempérament doit user de ce remède aussi nécessaire à la santé du corps qu'à celle de l'esprit. Je dis plus, je prétends que tout honnête homme qui connaît les devoirs de la société devrait en faire usage afin de s'assurer de n'être point excité trop vivement à s'écarter de ses devoirs en débauchant la femme ou la fille de ses amis ou de ses voisins. Alors je résume, on conseille de violer les enfants des étrangers pour épargner les siens et ceux de ses proches. C'est une apologie de la pédophilie pour avoir le droit de penser en bon philosophe. Voilà. Les Lumières sont arrivées au pouvoir par l'intermédiaire d'un certain Turgot. Turgot a déclenché, il a été vraiment les signes avant-coureurs de la Révolution, il a établi la loi du marché pour les marchandises, les taux d'intérêt et les salaires. C'est-à-dire que contre la loi du marché, il a déclenché la guerre des farines. La guerre des farines, c'est le peuple qui voulait que le prix du pain soit fixé autoritairement et non pas fixé par la loi du marché. Et Turgot a dit, ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi, c'est vous qui, chargés de la police, devez régler, conduire et contenir le peuple et le plier à la soumission de la loi. C'est-à-dire que si le peuple n'est pas d'accord avec la loi, il n'y a qu'à tirer dans le peuple. Condorcet a écrit « Le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ses brigands. Les brigands, ce sont les manifestants contre le libéralisme économique. En attendant, le mal gagne. Je ne vous exhorte pas à avoir du courage, mais à ne pas avoir d'indulgence. » Et Turgot a écrit à la même époque « Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier le manœuvre. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir, et c'est cette portion-là de la famille qu'il faut chercher à occuper et à salarier. Turgot a donc bien été le promoteur du travail des femmes et des enfants. » Qui a inspiré la Révolution ? Et bien évidemment ces gens-là. Mais on trouve également un certain Emmanuel Sieyès qui a beaucoup écrit et dont on sait qu'il a grandement inspiré la Révolution. C'est lui qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Eh bien, Sieyès s'est inspiré du baron d'Holbach qui, dans l'encyclopédie, a écrit l'article « Représentant ». C'est un athée, d'Holbach, c'est un athée d'origine allemande, et il a écrit sur ce que sont les représentants. On va voir les représentants, c'est ce qu'on va éclore à la Révolution avec les assemblées. Il écrit « Pour maintenir le concert qui doit toujours subsister entre les souverains et leur peuple, pour mettre les uns et les autres à couvert des attentats des mauvais citoyens, rien ne serait plus avantageux qu'une constitution qui permettrait à chaque ordre de citoyens de se faire représenter, de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet. Ces assemblées, pour être utiles et justes, devraient être composées de ceux que leurs possessions rendent citoyens et que leur état et leur lumière mettent à portée de connaître les intérêts de la nation et les besoins des peuples. En un mot, c'est la propriété qui fait le citoyen. Tout homme qui possède dans l'État est intéressé au bien de l'État, quel que soit le rang que des conventions particulières lui assignent. Et c'est toujours comme propriétaire, et c'est en raison de ses possessions, qu'il doit parler ou qu'il acquiert le droit de se faire représenter. C'est-à-dire qu'on prépare la Révolution pour les possédants. Et voilà, on a bouclé la boucle.
Qu'est-ce que l'humanisme chrétien? On a vu que l'humanisme chrétien a vu l'humanité comme une et indivisible, quelle que soit la couleur et quels que soient les cieux, le pouvoir étant au service du peuple, et les jésuites ont été le fer de lance de sa propagation. Le mouvement autoproclamé des Lumières s'est dit opposé à l'obscurantisme chrétien, et ça va donner le libéralisme du XVIIIe siècle qui va promouvoir le travail des enfants, la paupérisation des masses, le bagne, la DAS, c'est-à-dire les services sociaux inhumains avec les enfants, l'explosion du capitalisme et la dépravation des mœurs. Et voilà, on a fait le tour. Pour pouvoir y réussir, il a fallu se débarrasser des jésuites, il a fallu diffamer et calomnier l'Église, faire de la religion le leurre à agiter devant le peuple sans aucune substance. C'était juste un leurre, là. Il fallait de la religion. Ces gens ne voulaient absolument pas supprimer la religion, ils voulaient la maîtriser et la contrôler pour l'agiter devant le peuple et pour le faire se tenir tranquille, tandis qu'on appliquait une morale à usage privé permettant tous les abus. Telles furent les Lumières, prélude à la barbarie économique qui est aujourd'hui devenue mondiale. Elle a surtout préparé le règne de l'argent roi dans lequel l'homme est accessoire et elle a remisé la spiritualité et la morale au rayon des superstitions à détruire. Voilà. Eh bien, Marion Sigaud, on peut faire une petite pause musicale. Ah mais oui, de toute façon j'en ai terminé, donc maintenant j'attends les questions. Voilà, et on attend les questions. À tout de suite, Marion Sigaud. À tout de suite. Voilà, Marion Sigaud. Oui, je suis là, toujours. Alors, pour l'instant, pas d'auditeurs, d'appel de questions. Alors moi, j'ai une question simplement par rapport à tout ce que vous nous avez dit et ce portrait que vous avez brossé sur les penseurs des Lumières. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan strictement social et politique, c'est simplement une prise de pouvoir par une nouvelle classe de citoyens qui essaie de mettre à bas l'ancien régime déjà intellectuellement et socialement avant la révolution même, hein. Alors, dans l'idée, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est l'idée de classe qui me gêne un petit peu, parce que c'est une vision que j'ai partagée pendant longtemps, mais c'est la vision marxiste de dire vous avez une classe dominante qui est la classe féodale, et puis vous avez la classe bourgeoise qui monte. En fait, c'était pas si simple, hein. Je suis pas trop d'accord avec le terme de classe. C'est en fait c'est la montée de la franc-maçonnerie, les Lumières. Et la franc-maçonnerie, elle procède à une espèce de brassage social, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie va toucher des aristocrates, elle va toucher des princes et elle va toucher des bourgeois. La franc-maçonnerie va être quand même assez large dans son mode de recrutement. Donc c'est bel et bien l'idéologie de la franc-maçonnerie. En fait, c'est l'idéologie marchande. C'est l'idéologie marchande. Est-ce que les marchands représentaient véritablement une classe? Non, parce que à cause des réformes amenés par Turgot, des gens qui sortaient de rien du tout ont pu devenir marchands. Tout le monde a pu devenir marchand, enfin pas tout le monde, mais n'importe qui, disons, a pu devenir marchand. Donc c'est pas une classe qui prend la place, c'est l'émergence d'une nouvelle idéologie dominante, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'idée de classe qui prend la place, ça ne me convient pas. C'est une lecture marxiste qui est très très réductrice. Alors je dis pas qu'elle est fausse, mais elle est trop incomplète et trop réductrice. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on utilise des termes sans se rendre compte forcément, mais effectivement, c'est une connotation marxiste, hein, c'est un des termes utilisés par les marxistes. Mais... Oui. Alors quand je vous dis par exemple que vous pouviez être savetier et puis à un instant T et puis devenir un riche financier, la classe du riche financier, c'est quoi? C'est la classe des financiers ou c'est la classe des savetiers? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui. C'est une nouvelle idéologie, un nouveau système de valeurs qui prend de l'importance et qui monte grâce à la franc-maçonnerie, à cause de la franc-maçonnerie, et qui va complètement bouleverser la société telle qu'elle était, telle qu'elle était divisée, telle qu'elle fonctionnait, quoi. Mais alors justement, Marion Sigaud, à l'origine de ce mouvement, de cette pensée, de l'émergence de cette bourgeoisie libérale, il y a la franc-maçonnerie, mais alors comment expliquer l'influence aussi énorme? En fait, il faudrait peut-être revenir à l'origine de cette pensée maçonnique, mais comment a-t-elle eu une telle influence sur les élites de l'époque pour amener à ce changement de société? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, ou comment expliquer ce renversement finalement qui va mener à la révolution, hein? Je crois. Alors moi, je fais pas de l'histoire sur d'aussi grands mouvements, hein. Je fais quand même de l'histoire un peu le nez sur l'événement. Je n'ai pas énormément de recul. Je vois que la franc-maçonnerie se met au service de l'argent. C'est la montée du règne de l'argent que je vois dans cette montée. La franc-maçonnerie se met au service des marchands.
se met au service de la banque, enfin de ce qui deviendra la banque, c'est dans le grand, comment dirais-je, dans la grande lutte entre la politique pour le bien commun ou la politique pour les puissants, c'est petit à petit la montée en charge des puissants, la montée en puissance des riches et des marchands qui vont petit à petit faire reculer jusqu'à les vaincre les valeurs et les gens attachés au bien commun et au bien commun. Je peux pas le définir aussi bien qu'en disant d'un côté le bien commun et de l'autre côté les intérêts particuliers. Et les intérêts particuliers, ça donne le monde dans lequel on est, c'est-à-dire le capitalisme le plus sauvage, le plus débridé, où la morale, c'est d'avoir gagné beaucoup d'argent. C'est dans les Lumières que ça a été changé. C'est pas les Lumières qui l'ont inventé, c'est les Lumières qui l'ont valorisé et qui l'ont fait passer pour du bien. Ça existait avant, des marchands. Il y a le Moyen-Âge et plein de marchands qui essayent de gagner plus d'argent. C'est pas l'époque des Lumières qui a inventé la prospérité marchande. C'est d'en faire une valeur suprême. Exactement. Les marchands arrivent au pouvoir. L'idéologie marchande renverse l'idéologie du bien commun. C'est le profit contre le bien commun. Un être charitable, c'est un crétin, c'est un imbécile. Qu'est-ce que c'est la charité? Alors, ça rapporte combien? Vous voyez? Pour que ça soit bien, il faut que ça rapporte. Oui. Pour Voltaire, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent. Il était forcément bien puisqu'il avait gagné beaucoup d'argent, allons. C'est le nouveau critère. Et pour ces gens-là, tout ce qui est de l'ordre de la charité, de la gratuité, tout ça, c'est des imbécilités. Je vois par exemple Diderot, il est absolument infernal, c'est pourtant pas un personnage antipathique comme les Voltaire. Diderot n'est pas antipathique, mais il est quand même toxique. Il écrit qu'il ne veut pas croire que les jésuites sont partis en mission pour le bien. Il dit c'est pas vrai. Tout ce qu'on fait, on le fait pour son intérêt. Donc si les jésuites sont partis aider les Guaranis, c'est pour les exploiter, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Mais il est pas bien dans sa tête. Je veux dire, ce sont des gens qui n'ont pas le moindre sens de l'observation. On a tous observé autour de nous, même dans la société matérialiste comme celle où nous sommes, des gens qui font le bien pour l'amour du bien. Ça a toujours existé. Eh bien, les Lumières disent, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les jésuites nous font croire qu'ils sont allés en mission pour propager le bien. C'est pas vrai, c'est pour s'en mettre dans les poches. D'ailleurs, Marion Sigaud, je crois qu'on le voit dans le fameux film qui s'appelle Mission, où on voit effectivement les jésuites défendre les Indiens, parfois même contre leur hiérarchie. Hein. Absolument. Oui, tout à fait. Il y avait des pressions sur le pape, ça a été terrible. Le pape a interdit les jésuites à la suite de ça, je crois qu'il en est mort de chagrin. Donc je ne connais pas les détails, je ne me souviens pas non plus du nom de ce pape, mais la suppression des jésuites s'est faite sur des pressions telles que le pape n'y a pas survécu. C'est-à-dire que les pressions devaient être terribles. Terrible. Et dans un monde en déliquescence comme l'était le monde au XVIIIe siècle, c'était difficile d'imaginer qu'il y avait des moyens de pression, des scandales à étouffer, des gens à protéger, Et je vous dis, non, j'ai lu quelque part, je pense que ma source était bonne, je m'en souviens pas comme ça au débeauté, mais que le pape en est mort de chagrin. Eh bien, en tout cas, Marion Sigaud, je crois que justement la fois prochaine, nous continuerons toujours sur les penseurs des Lumières, mais en particulier en jetant un éclairage, on va dire, plus précis sur un personnage en particulier qui est Voltaire. Hein. Ah oui, alors là, il y en a à dire. Et là, il y a beaucoup à dire. Il y en a beaucoup à dire, oui. Sans reprendre ce que j'ai déjà dit aujourd'hui sur lui, il y a beaucoup à dire. Mais oui, c'est d'autant plus intéressant parce que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, Marion Sigaud, ce sont des vérités qui ne sont pas forcément. Moi, j'ai appris souvent autre chose à l'école. Je parle de l'école de la République, où les Lumières sont quand même bien valorisées, pour ne pas dire parfois encensées. Hein. Oui, alors que c'est indu. C'est totalement indu. Mais vous savez, depuis que j'ai commencé à faire des conférences et à raconter ce que je sais sur les Lumières, il y a quand même les choses bougent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Hein. Oui. Parce que moi, tout ce que je dis, c'est sourcé. Hein. C'est facile d'aller voir. C'est pas la peine de dire Marion Sigaud, elle ment. Il y a qu'à me dire où je mens. Moi, je peux citer tout ce que je peux sourcer tout ce que je cite, pardon. Donc, je pense que les mentalités sont en train vraiment d'évoluer et les gens commencent à comprendre. C'est salutaire en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup Marion Sigaud. Merci à vous de me donner cet espace pour m'exprimer. Et on vous retrouve donc le mois prochain pour parler de Voltaire. Puis-je dire, avant de raccrocher, que je raconte tout ça dans un petit ouvrage qui s'appelle « De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise » et qui est paru chez Contre-Culture.
de la centralisation monarchique à la Révolution bourgeoise. Oui. Voilà. Très bien. Et c'est un petit livre en 15 chapitres qui raconte tout ça. Qui résume pour tous nos auditeurs qui voudraient approfondir la question, qu'ils se reportent à votre ouvrage. Hein. Alors je peux vous envoyer le lien, si vous voulez, je peux envoyer le lien sur Radio Maria. Je vais vous envoyer le lien pour retrouver le livre. Oui, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marion Sigaud. Au mois prochain. Au mois prochain. Au revoir.